Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours accompagnée de mon auteur invité de cette semaine, Sylvie Ouellette. Et Sylvie, là, je veux qu'on parle dans Showtime. À chacun des débuts de chapitre, on a un extrait d'une chanson. Oui, parce que ces années-là, fin des années 70, début des années 80, c'était des années qui, sur la scène musicale, étaient très riches. Mm-hmm. On avait la fin de l'époque disco, l'avènement du New Wave, et au travers de ça, bien entendu, des classiques indémodables qui sont encore, qu'on écoute encore aujourd'hui. Et surtout, je suis allée chercher des chansons qui avaient un thème qui sous-tendait le chapitre. Alors, le premier chapitre, bien sûr, Richard arrive avec sa nouvelle voiture sport. J'ai choisi Cars de Gary Newman parce que moi, c'était ma chanson fétiche. À la toute fin, il se reprend en main, il repart sur une nouvelle vie. J'ai choisi Born to be Alive de Michael Hernandez. Alors, chaque chanson qui est liée à chaque chapitre, en fait, il y a un lien. C'est pas une chanson que j'ai choisie au hasard, mais ce sont toutes des chansons qui se sont ramassées dans le top 40 du Billboard dans ces années-là. Ce qui est le fun aussi, c'est ça que tu écris aussi, à quel moment ça s'est ramassé dans le Billboard. Oui. Et on a vraiment les chansons en tête quand on lit le chapitre. Et tout le monde me dit qu'ils ont... Chaque personne qui me donne ses commentaires accroche sur une chanson différente. Ah oui? Oui. Il y en a que ça va être... Il y a Fame de Irene Cara, parce que les gens, surtout ceux qui ont mon âge, qui lisent ce roman-là, ils avaient tous à l'époque entre 15 et 20 ans. Puis c'est ce qu'on écoutait. C'est ce qui jouait constamment. Et bien entendu, à cette époque-là, peut-être qu'on portait pas vraiment attention aux paroles, surtout ceux qui comprenaient pas bien l'anglais, mais quand on relit les paroles et qu'on compare avec le chapitre qui suit, ben, le lien est là. Des fois, il est un peu ténu, mais il y a quand même un lien. OK, mais moi je dois t'avouer franchement qu'il y en a pas une en particulier qui m'a marqué, mais j'avais les quelques paroles en tête avec la trame musicale en tête, en fait, pendant que je lisais le chapitre. Pratiquement faire une playlist et faire ça, une musique pour accompagner le livre quasiment. Oui, vraiment. Et là, t'écris quoi en ce moment? En ce moment, je suis en train de revenir à un roman historique. Ah oui? Basé sur une histoire vraie, qui s'est déroulée à la fin du 19e siècle en Nouvelle-Écosse. On a découvert sur la plage, un matin de septembre, un homme qui avait été abandonné là pendant la nuit. Il était amputé des 2 jambes, il était muet. Il a vécu dans une famille acadienne de la baie Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse pendant plus de 50 ans sans pratiquement jamais dire un mot. Et on n'a jamais su qui il était. Il y a eu beaucoup de spéculations. C'était un pirate, c'était un prince européen qui est en exil, c'était toutes sortes de suppositions, certaines solides, d'autres plus loufoques. Il est décédé la nuit où le Titanic a coulé. Okay. Et comme c'est une région où la tradition maritime est quand même importante, on a vu ça un peu comme une métaphore. Il a emporté son secret avec lui de la même façon que le Titanic a amené avec lui les secrets de plusieurs personnes. Et t'as entendu parler de cette histoire-là où? Je suis tombée là-dessus par hasard il y a quelques années et j'ai une belle-sœur qui habite en Nouvelle-Écosse à Digby, alors j'ai commencé à faire de la recherche là-dessus. Et je me suis aperçue à peu près à ce moment-là, il y a eu, comme je disais, là, beaucoup de suppositions quant à l'identité de cet homme-là. Et au début des années 2000, l'Université de Victoria a débloqué des fonds dans le cadre d'un projet qui s'appelait Les Grands Mystères canadiens. Et il y a 2 filles de la place, une folkloriste, une historienne, qui ont reçu une bourse pour tenter d'élucider ce mystère, essayer de savoir qui était ce gars qu'on a surnommé Jérôme, parce que quand on l'a recueilli sur la plage, il était en état d'hypothermie, et bon, il délirait, et le seul mot qu'il prononçait, ça ressemblait vaguement à Jérôme. Alors, on l'a appelé Jérôme, mais on n'est pas sûr que ce soit son vrai nom. Alors, ces filles-là, qui ont reçu la bourse, ont fait des recherches, sont allées fouiller dans les journaux de l'époque, et elles sont arrivées assez près là, à savoir qui c'était. Alors, je base mon roman là-dessus. Une fille du village qui décide de faire enquête pour savoir qui était au juste ce Jérôme. Et est-ce qu'il a fallu que tu entres en contact avec les 2 filles? Oui, je les ai rencontrées. Je suis allée la côte française de la Nouvelle-Écosse. Quand on pense à l'Acadie, on pense surtout là Nouveau-Brunswick, île de la Madeleine, un peu île du Prince-Édouard, mais la côte nord, tout ce qu'on appelle la baie Sainte-Marie, là, qui est parallèle à la baie de Fundy. La côte acadienne, c'est le berceau d'Évangéline. C'est là où la déportation a frappé très fort. Et c'est tellement riche de folklore et d'histoire dans ce coin-là. On pourrait écrire 10 romans avec ça. OK. Et où tu trouves le temps d'écrire, Sylvie? Mais je le prends, le temps. OK. Ben, du fait que je travaille à temps partiel, je travaille seulement 3 jours semaine, ça me donne du temps. Et ce qui arrive, c'est que mon temps est limité. Alors, entre mes sessions d'écriture, je mijote constamment dans ma tête. Il y a toujours quelque chose qui roule. Je prends des notes.
Je me fais des scénarios, je pense à des dialogues, je prends note de ça. Alors, quand je m'assois pour écrire, ben là, ça déboule. Parce que c'est un peu comme cuire sous pression, là. Il vient un moment où il faut que ça sorte. Faut que tu saches comment ça va se finir avant de commencer à écrire. Je sais toujours. Je n'écris jamais le premier mot d'un roman tant que l'histoire n'est pas complète dans ma tête. C'est pour ça qu'avec Showtime, qui vient juste de paraître, l'idée pour Showtime m'est venue en 1993. Je l'ai mijotée jusqu'en 2012 à peu près. Okay. Alors, à partir du moment où je me suis assise pour l'écrire, c'est parti parce que c'était tellement complet, ça faisait tellement longtemps que je mijotais qu'il fallait que ça sorte. Mais est-ce que tu prends des notes en cours? Toujours. OK. J'ai 4 ou 5 projets qui sont à différentes étapes d'avancement. Puis comme je disais, là, à partir du moment où je m'assois pour l'écrire, j'ai déjà mes dialogues, j'ai déjà mes personnages, tout est complet dans ma tête. Est-ce que tu fonctionnes avec un squelette? Oui, toujours. Je commence par un squelette qui est assez basic. Vraiment le squelette, la base, le plan, sur lequel je vais rajouter de la viande, sur lequel je vais rajouter de la fioriture. Alors, je vais en couches successives. Je vais écrire un premier jet de A à Z qui va faire peut-être une centaine de pages. Par la suite, je fignole chacun des chapitres pour me ramasser peut-être avec 150, 200 pages. Après ça, je retravaille chacune des scènes. Je vais toujours en surjet. OK. Version 1, 2, 3, 4, et chaque version est augmentée et élaborée. Puis à partir de quel moment t'envoies ça à la maison d'édition? C'est difficile à dire. À partir du moment où j'en ai assez. Là, je pense qu'on ne termine jamais un roman, on finit par l'abandonner. Il vient un moment où on dit, j'ai donné tout ce que j'avais à donner. Et encore, il y a certains manuscrits que j'ai mis de côté, que j'ai repris 1 an plus tard, et j'avais encore quelque chose à y mettre. Mais il faut à un moment donné se limiter, dire là c'est correct, là. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Mais est-ce que à ce moment-là, le travail de l'éditeur vient sécuriser l'auteur en lui disant c'est bon, c'est comme ça? Oui, mais il y a quand même toujours lieu de faire des changements, toujours des choses. Ben, jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu aucun roman qui a été accepté d'emblée. OK. Il y a toujours eu un non, mais, ou peut-être à condition que, puis là, à ce moment-là, c'est le rôle de l'éditeur de me dire telle chose ça cloche, telle chose cloche. Et moi, je suis toujours très, très ouverte à tout changement. Et le lien avec l'éditeur est très, très important. Oui, mais je pense qu'un bon éditeur, c'est sûr que je remets quand même un produit qui est en très, très bonne qualité. Très bonne qualité, même s'il n'est pas parfait. Et le perfectionnement, ça se fait avec l'éditeur. Et je lisais dans une entrevue que tu avais donnée que avant de terminer un projet, tu en commences un autre pour pas avoir de deuil à vivre. Ah, j'en ai toujours 4 ou 5. J'en ai 3 ou 4 sur la glace en ce moment. Là. À part Jérôme, je suis en train de travailler aussi sur un roman jeune adulte, un peu humoristique, un peu sarcastique. J'ai un projet de roman fantastique que je soumettrai peut-être éventuellement aux éditions à lire. J'ai un autre projet de roman historique encore basé sur une histoire vraie qui serait peut-être une trilogie. Il y en a plein. Mais comment on fait pour avoir plein de choses comme ça qui mijotent en même temps? C'est compartimenté dans ma petite tête. Moi, je suis une fille organisée, puis chez nous, tout est compartimenté, un peu comme une filière au bureau. Chaque dossier, mais moi, c'est dans ma tête, c'est pas des dossiers physiques. Tout est dans ma tête. Puis des fois, j'ai une idée pour le roman A, alors je vais prendre des notes là-dessus, puis le lendemain, ça, c'est l'autre histoire qui vient me chercher. Parce que j'ai comme l'impression qu'un peu partout autour de moi, j'ai des petits bonhommes qui me disent ce personnage-là, peut-être ça vaudrait la peine que tu y donnes des yeux bleus. Je sais pas pourquoi, mais donne-y des yeux bleus, éventuellement, ça va peut-être avoir un impact dans ton histoire. C'est bon. T'as comme des petites voix qui te parlent. Oui, j'ai des petites voix qui me parlent. Il y a des gens qui disent, je me mets dans la peau de mes personnages, mais moi, c'est le contraire. Mes personnages sont autour de moi, puis c'est eux autres qui me parlent, qui vont me dire, non, je suis pas allée là, moi, je suis allée là. Alors, fais-moi changer de place, là, parce que ça, je serais jamais allée là. Tu sais, je me laisse guider. T'es comme dans ton monde. Ouais, il y en a qui diraient peut-être que c'est une maladie mentale, mais non, ça me vient tout seul. Et t'as besoin de quelle ambiance quand t'écris? Ah, je prends l'ambiance que je peux, parce que comme mère de famille, des fois, je vais écrire chez nous dans la cuisine, des fois, je suis obligée de me réfugier à la bibliothèque, ou parfois dans mon sous-sol, ou c'est jamais pareil. Ou carrément dans un café pour vraiment avoir la paix. Mais est-ce que tu peux écrire quand toute la famille est à la maison ou tu as besoin que tout le monde soit parti pour avoir... Non, ça va dépendre. S'ils sont tout le monde stationné dans le salon en train de regarder la télé, là, oui. Si je sais que je me ferai pas déranger, mais autrement, si je suis en train d'écrire, puis là, maman, il reste plus de lait, il y a ci, il y a bon. Où sont mes bas? Ça, je sais là, que c'est voué à l'échec.
Et comment ils réagissent, les enfants, de savoir que leur mère écrit? Ça fait partie du paysage. La mère a toujours écrit. Ce qu'ils aiment beaucoup, par exemple, c'est m'accompagner quand je vais dans les salons du livre. Ah oui? Oui, ils aiment beaucoup se promener puis me voir derrière mon kiosque. Ils sont très fiers. Est-ce que ce sont des grands lecteurs? Non, pas vraiment. C'est surprenant. Ils sont pas... Bon, ils ont des lectures obligatoires à l'école, comme tout le monde au secondaire. J'aurais cru en faire des lecteurs avisés, mais ça n'a pas l'air d'accrocher de ce côté-là. Je les laisse faire. Et toi, la lecture, est-ce que c'est arrivé très tôt dans ta vie? Toujours, depuis que je sais lire, depuis la petite école. J'ai toujours lu toutes sortes de choses. J'ai toujours un livre sur ma table de chevet, de toutes sortes. Des biographies, des essais, des romans de différents styles, un peu de science-fiction, un peu d'historique. Moins le roman d'amour, j'en ai trop lu quand j'étais jeune. Des séries ou des trilogies ou des romans uniques. Mais est-ce que tu rêvais, enfant, de devenir une auteure? Oui, j'ai commencé à écrire mon premier roman vers l'âge d'à peu près 10-12 ans. On avait une vieille machine à écrire à la maison, puis j'avais fait peut-être 5 ou 6 pages. Bon, c'était l'histoire d'une infirmière qui s'en allait travailler comme infirmière de brousse. Puis là, l'avion s'écrase et tout ça. Bon, j'avais une idée d'où est-ce que je m'en allais. Là, mon frère est arrivé, il a commencé à lire ça. Il m'a lancé ça au visage en disant « Ah, c'est donc bien épais! » J'ai tout mis ça de côté. J'ai pas Plus vieux ou plus jeune que toi? Il est plus vieux que moi. Mais Okay. C'est le rôle du grand frère d'embêter sa petite sœur. Là. Il est parti à rire en disant « Ah, c'est donc bien épais! » Puis ça m'a pris 20 ans avant que je recommence à écrire. Et là, aujourd'hui, comment il réagit de savoir que sa sœur écrit, là, ce qui est un peu plus gentil? C'est plus la même personne, puis moi non plus, là. Mais lui-même n'est pas un grand lecteur non plus, là, mais il est conscient que sa sœur est auteure professionnelle. Là. C'est pas lui qui l'aura empêché, juste retardé. Sylvie, si tu me permets, on s'arrête et dans les prochains instants, on parle de ton coup de cœur littéraire, Jack. Merci.